j'ai 2 trucs, ouais. Il est où mon t-shirt Assemblée nationale? Tiens, ah merde, il va être là-dedans. Ça sent bon. Je mets par-dessus la chemise. Il y a un mec qui voulait le récupérer à la sortie du match parce que on a joué contre l'Assemblée nationale, t'as vu, numéro 7. On a joué contre le Variété Club de France et en face, il y avait quand même Alain Giresse, quoi. Je veux dire, des gens qui ont illuminé mon enfance, il y a quand même Giresse, Tigana, Fernandez, bon évidemment Michel Platini, mais voilà, j'ai joué contre un girafe. Bon, et j'avais d'ailleurs un bouquin quand j'étais gamin, je crois que je l'ai eu quand j'ai eu mon opération de l'appendicite. Ma tante m'a amené un bouquin, Apprendre le football avec Alain Giresse, tu vois. Bon, mais bon, donc c'est quand même mon sommet footballistique là qui est atteint. On ne donnera pas le score évidemment. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Après, on a bouffé avec des mecs d'En Marche d'ailleurs. On a refait l'Assemblée nationale. Bon, moi, tu sais comment je la refais. Je reste hanté par l'exemple de la Révolution française où des députés qui n'appartenaient pas à un parti venaient là en leur âme et conscience et évoluer en même temps que l'histoire avançait. Et c'est vrai que c'est toujours ça à quoi j'aspire, mais de toute façon, bon, alors là, tu as vu de Rugy, il a lancé des trucs, non seulement il va y avoir un plan social à l'Assemblée nationale, on va passer à 300 députés, nos circonscriptions, elles vont être encore plus gigantesques, alors que déjà, enfin, moi qui essaye d'être sur le terrain, être à la fois à Longo, à Amiens Sud-Est, à Pic-Secours, à Domar-en-Ponthieu et jusqu'à Abbeville, je veux dire déjà, et être à l'écoute des habitants, c'est impossible. Je me demande comment on ferait ou comment on fera quand ça sera 2 fois plus grand, donc ça c'est un souci. Bon, enfin, donc voilà, de Rugy il a lancé tout un truc de réforme, d'efficacité, de machin. Ça pose pas la question centrale qui est celle de la verticalité, de l'Élysée qui nous envoie ses textes, ça va être encore le cas la semaine prochaine avec le projet de loi sur la sécurité. Boum, l'Élysée qui nous envoie ses textes et nous qui pouvons modifier les virgules et tirer gloire de toucher 3 mots dans un texte. Je veux dire, c'est quand même ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre l'exécutif et le législatif. C'est ce cordon ombilical-là qu'il faut couper pour avoir un vrai Parlement qui fasse des lois et qui ne fasse pas les lois. Là, en plus, on voyait un mec qui avait été dans un cabinet ministériel. Donc, il expliquait que non seulement dans les cabinets, ils écrivent les lois, mais ils écrivent aussi les amendements aux lois que la majorité présente, quoi. Donc voilà, je veux dire, on nous donne à manger pour qu'on vomisse. Je déteste, ouais, ça y est, ça va encore faire du buzz sur les réseaux sociaux, mais putain, c'est pas possible qu'on laisse... C'est de la non-démocratie à un point qui est... Bon, ouais, j'arrête. Bon, enfin, donc voilà. Donc, ok, à l'intérieur de ce cadre-là, avec une verticalité entre l'Élysée et l'Assemblée, on va venir chipoter 3 trucs avec de Rugy, ça va prendre 1 an. Ça me gave. Bon, on va passer à autre chose. De quoi on peut passer on peut peut-être revenir un petit peu sur l'épisode Bigard, hein, puisque bon, on a balancé la vidéo la semaine dernière. La semaine dernière, quand j'ai enregistré, il y avait la vidéo Bigard qu'on a mis en ligne en même temps quasiment. Bon, depuis, c'est devenu un phénomène comme ça, le coup de gueule de François Ruffin, le coup de colère. J'étais pas en colère, moi. Je veux dire, le mec, il arrive, je vois qu'il est en train de se planter, qu'il se prend un mur, qu'il raconte n'importe quoi, ou rien du tout, surtout. D'habitude, je pense qu'il fait la même chose avec les éleveurs, il fait la même chose avec les syndicats, il fait la même chose avec tout le monde, ils envoient balader comme ça avec arrogance, sauf que là, il y a une caméra. Sauf que là, il y a les députés, et les députés, ils sont habitués à ce qu'on les out, mais avec les formes. Et là, le mec, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir mis la vaseline, quoi. Parce que juste avant, il y avait l'ANIA, c'est l'Association nationale de l'industrie agroalimentaire. C'est un super gros lobby, tu vois, de tous les industriels du secteur. Bon, il y a un truc que Marisol Touraine, elle portait depuis 2014. Apparemment, chez les scientifiques, on était plutôt d'accord, chez les consommateurs aussi. Enfin voilà, il y a eu un grand accord, c'était le Nutri-Score. C'était pour venir mettre des petites étiquettes pour dire si la qualité nutritive dans les aliments, c'est bon ou c'est pas bon, trop de sucre, trop de sel, et puis tout ça. Bon, l'ANIA, ils ont fait
tout bloqué. Ils ont gelé en disant oui, il faudrait imaginer d'autres processus, machin. En 2017, c'était toujours pas acté du coup. Marisol Touraine, avant de partir, elle a dit bon, vous me faites Nutri-Score. Là, c'est facultatif parce que la loi européenne, elle interdit, elle empêche de le rendre obligatoire. Donc c'est facultatif. Les industriels, ils vont pouvoir le faire ou pas le faire. Je demande à l'ANIA qui est là en commission. Alors, vous allez dire à vos adhérents de le faire, vous allez les inviter à le faire. Et ils nous ont fait un numéro de langue de bois à base de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, bien-être, notre attention portée aux consommateurs, enfin tout un charabia, mais à la fin, j'avais toujours pas ma réponse. Tu vois? Et donc, la seule différence avec Bigard, et là eux, ils ont été applaudis. La commission, les mecs d'En Marche, ils ont l'habitude d'applaudir à la fin. Mais je trouve que tu dis, je vous remercie d'être venu, tu remercies. Si tu applaudis, je trouve que ça veut dire que tu es d'accord, tu es content. Moi, le mec de l'ANIA, je ne suis pas content. De la même manière que le mec de Bigard, il ne m'a pas répondu. Sauf qu'il l'a fait avec le savoir-faire d'un lobbyiste, c'est-à-dire avec de la langue de bois, en me la mettant avec de la vaseline, avec le sourire et la courtoisie et tout ça. Mais moi, est-ce que je demande demain... Est-ce que je souhaite, ce que je souhaite, c'est que Bigard, il apprenne à mettre de la vaseline, qu'il ait un bon lobbyiste, qu'on lui fournisse des éléments de langage, mais qu'il arrive avec les mêmes propos bidons, tu vois. Finalement, ce qu'on demande, c'est presque du conformisme. On demande du conformisme à Bigard, qu'il devienne comme les autres avec la même langue de bois. Eh ben non, je préfère qu'ils nous la mettent à l'ancienne, tant qu'à faire, tu vois. Bon. Donc, voilà, parce que finalement, tu sais, le fait que Bigard... là, tu vas voir, je vais m'identifier à Bigard quelque part. Le fait que Bigard, il se fasse dézinguer comme ça sur les réseaux sociaux, parce qu'il a ça. Quelque part, je me dis, Bigard, c'est moi. Pourquoi? Parce que moi aussi, avec mon langage, j'ai un truc qui n'est pas conformiste, qui ne va pas, qui n'est pas dans le moule. Et c'est pour ça que de temps en temps, je me prends des bonnes cartouches aussi, et que tu vois, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que moi aussi je me mette à la langue de bois, aux éléments de langage, au parler bien comme il faut, enfin tu vois, et donc finalement Bigard c'est moi. Bon, mais par contre ce sur quoi il faudrait peser sur Bigard et sur les autres, c'est que la réalité elle change. C'est pas que le discours qu'on vient de nous servir il change, c'est la réalité de son comportement à l'égard des éleveurs, de son comportement à l'égard des salariés. Hein. Là, je suis parti quand même très concrètement du site de Ailly-sur-Somme. Donc voilà. Et je voulais signaler un autre truc dans cet épisode Bigard, c'est de remercier Sébastien Jumel. Sébastien Jumel, c'est le député communiste de Dieppe, je crois. Et d'abord, c'est un mec super drôle. Je pense que c'est lui qui a fait la meilleure intervention aux États généraux de l'alimentation. J'espère bien qu'on va la mettre sur le site. Vraiment, c'est un mec super. Et puis alors, il y avait cette solidarité parce que moi, j'étais là tout le temps. Je me suis tapé tous les trucs. Et Jumel, quand il partait, il me donnait la minute du Parti communiste. Tu vois, donc j'avais 2 minutes alors que les autres groupes ils avaient qu'une seule minute, ce qui m'a permis de détailler le rapport là sur Bigard. Et puis même pour blaguer les socialistes quand ils n'étaient pas là, parce que souvent ils n'étaient pas là non plus, mais ils disaient bon bah je file la minute à Ruffin. Donc comme ça potentiellement je me retrouvais avec un capital de 3 minutes. Voilà. J'ai pas envie, alors c'est ça aussi, vous savez le problème c'est que vous faites tout un boulot, parce que là j'ai bossé quand même sur l'agriculture, l'alimentation, je me suis mis vraiment au taf quoi. Et j'ai tiré un bilan de ces auditions, bon, tout ça. Et finalement, c'est le petit truc qui fait que c'est la flambe de baie dans tous les sens. Bon, et donc, à chaque fois, il y a un côté folklorisé, Ruffin, grande gueule, alors que je bosse. Bon, enfin, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, ce midi, je suis allé bouffer avec notre invité, Thomas Dietrich. On l'invite pour causer des vaccins, parce qu'il a été secrétaire général de la Conférence nationale de santé. Donc je vous propose d'accueillir notre invité. Je sais pas, il n'y a pas des roulements de tambour et puis tout ça, comme dans les vraies émissions à la télé, tu vois, des marches à descendre, des lumières qui clignotent. Bon ben voilà, il va apparaître. Bon, j'avais promis la semaine dernière qu'on aurait un invité et que j'étais très fier de le recevoir, et c'est Thomas Dietrich. Alors, on était au Self tout à l'heure, on a vachement parlé de la Centrafrique, de la France-Afrique, du Tchad, du Niger et tout ça, mais c'est pas pour ça que tu es là maintenant, c'est pour parler des vaccins et même plus particulièrement de la démocratie médicale. Parce qu'il y a Mathilde, c'est une collab
qui m'a signalé un entretien que tu avais donné déjà au lanceur, parce que tu as été président de la... Hein, secrétaire général. Ah, tu as été... Pardon. Non, c'est pas moi qui... Tu as été secrétaire général, mais enfin c'est le top quand même. Il paraît. Ouais. De la conférence nationale de santé. Bon, je savais même pas que ça existait, moi, la conférence nationale de santé, en toute honnêteté. Mais déjà, comment on se retrouve? C'était il y a 1 an ou 2? Oui, il y a presque 1 an et demi. Ouais. Voilà, alors tu en as depuis démissionné, parce que on va revenir là-dessus, mais en posant la question de la démocratie de la santé. Mais comment on se retrouve à 26 ans, donc, secrétaire général de la conférence nationale de santé? En fait, la conférence nationale de santé, c'est une sorte de parlement de la santé. Il y a tous les acteurs du monde de la santé. Il y a les patients, d'une part, il y a les professionnels de santé, les médecins, les chirurgiens, il y a les élus, il y a les syndicats. Donc le but, c'est soi-disant une instance indépendante, avec un président ou une présidente élue, qui est chargé d'orienter le ou la ministre de la Santé sur les grandes questions de la santé. Et pour faire fonctionner la machine, il faut un secrétaire général qui mette de l'huile dans les rouages, et donc un fonctionnaire de l'État. Et bon, moi j'ai fait Sciences Po Paris, cursus classique, et donc quand je suis entré au ministère de la Santé, je me suis retrouvé secrétaire général de la CNS. Voilà. D'accord. Et alors, arrive un dossier à un moment, qui est celui des vaccins. Peut-être parce qu'il y a déjà eu une étude qui dit que la France est particulièrement mal classée sur le plan des vaccins, que les Français sont particulièrement méfiants. Il y a des sondages qui étaient assez catastrophiques sur les cartes du monde. Quand on regarde les cartes du monde, les points où on a le moins confiance dans les vaccins, c'est la France. Et donc se pose la question à la CNS. En fait, la ministre, qui était la ministre de l'époque, Marisol Touraine, elle souhaitait organiser un grand débat sur la vaccination, parce qu'on sait qu'il y a 20 à 30% des Français qui se disent méfiants envers les vaccins, qui subodorent qu'il y a des effets secondaires sur certains vaccins. Donc la Conférence nationale de santé, dans ses missions, a comme prérogative d'organiser des débats publics. Donc l'idée, c'était d'organiser un débat public sur le sujet de la vaccination qui permette à tout le monde, aux citoyens, aux professionnels de santé, de débattre sur ce sujet-là. C'est pas la question de savoir si la Conférence nationale de santé était pour ou contre, mais bien de débattre. Donc moi j'ai passé mon été, j'ai sacrifié mes vacances pour organiser un débat donc, dans les règles de l'art, parce qu'il y a des règles très précises, Commission nationale du débat public, sur le débat public, d'indépendance, de transparence, de retour, de publicité des débats. Et on a présenté cette mouture-là à la ministre, et la ministre a jugé ça trop indépendant. Et de fait, c'est ce qu'elle t'a dit, trop indépendant. Oui, c'est ce qu'elle avait dit. Et de fait, elle a confié ce débat à une agence sous tutelle de l'État, alors que la Conférence nationale de santé est indépendante, une autre agence qui est devenue Santé publique France, qui est une agence, elle, contrôlée directement par l'État. Donc, il y a eu effectivement ils ont appelé ça concertation citoyenne, qui était organisée en catimini. D'ailleurs, ils n'ont pas voulu faire trop de bruit autour. Mais c'était très loin du vrai débat public qu'on devait attendre sur la question de la vaccination, parce que c'est qu'il y a beaucoup de Français qui se posent des questions, qui veulent s'exprimer sur ce sujet-là. Il y a quand même pas mal de souffrances, pas mal de doutes. Donc voilà, moi j'ai trouvé pas ça normal. À cela s'ajoutait que la Conférence nationale de santé rendait des avis sur les lois de santé. C'était l'époque où il y avait la loi de santé, la loi de fin de vie. Et la ministre, à un moment, a souhaité faire relire ces avis-là par son cabinet avant publication pour en expurger les passages qui ne lui convenaient pas ou qui semblaient trop hostiles à sa politique. Ce qui n'était absolument pas normal. Ça allait à tous les principes, à l'encontre de tous les principes d'indépendance, et c'est pour ça que voilà, de fil en aiguille, j'ai fini par trouver ça insupportable et par démissionner. Et donc sur la question des vaccins, finalement, elle a mis en place un contournement de la Conférence nationale de santé qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas assez prise. Qu'elle n'avait pas en main, oui, parce que c'est tous les acteurs du monde de la santé. Donc il y a des gens qui étaient favorables à Marisol Touraine, d'autres contre. On sait que surtout les professionnels de santé étaient vent debout contre elle. Mais je pense que ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de débat. Et je pense que la méfiance, aujourd'hui on passe de 3 vaccins obligatoires à 11 vaccins, la méfiance, elle perdure. Et en organisant justement un grand débat public où tout le monde aurait pu s'exprimer, les pour, les contre, les anti, les pros, peut-être qu'on aurait permis de lever un certain nombre de ces doutes, et on serait arrivé à une politique qui soit acceptée par tous. Sauf qu'on ne l'a pas fait comme ça, on l'a fait à la méthode stalinienne, et on a fait fi des Français, alors finalement c'est leur santé. Et elle avait peur de quoi alors le ministère, il avait peur de quoi? Moi je pense qu'il justifiait ça en disant oui, mais on va avoir une curée, c'est-à-dire il y a des associations anti-vaccins qui certes sont très virulentes, qui vont s'accaparer le débat et ça va devenir n'importe quoi. Moi je pense que tous les méfaits de la démocratie sont remédiables par davantage de démocratie.
Et c'est logique qu'on écoute tout le monde. Voilà, il y aurait eu un panel de citoyens, il y aurait eu un panel de professionnels de santé, il y aurait eu un comité scientifique qui aurait statué sur les différentes suspicions sur les vaccins. Et voilà, mais ça n'a pas été le cas, on est passé en force et voilà, et ça donne le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de contestations par rapport à l'annonce qui a été faite, qui était déjà prévue par Marisol Touraine, mais qui est annoncée par Madame Buzyn, la nouvelle ministre de la Santé, de passer à 11 vaccins obligatoires. C'est-à-dire que Marisol Touraine avait eu cette déclaration en mai 2015, la vaccination, cela ne se discute pas. Elle a eu cette déclaration et elle le pensait. Elle a fait un débat public après une concertation citoyenne pour la forme, mais elle pensait sincèrement que la vaccination, ça ne devait pas se discuter. Alors que moi, je pense que si, ça se discute. Et même les citoyens qui ne sont certes pas des experts, qui ne sont pas des professionnels de santé, peuvent parler sur les questions de vaccins, au moins de fréquence des injections, de dangerosité éventuellement du ressenti de certains effets secondaires. Je pense que c'est quelque chose de très important. Et ça montre que sur des sujets aussi importants que la santé, finalement, on n'écoute pas les gens. On construit les politiques de manière complètement autiste, dans des cabinets du 7e arrondissement avec des belles vues sur la Tour Eiffel. Et derrière, voilà, c'est-à-dire on n'écoute pas les vrais gens qui, des fois, ont des remontées, qui sont dans des associations, qui sont dans leurs cabinets médicaux, qui sont dans la vraie vie et qui ont des choses à dire. Et justement, le but d'instances comme la Conférence nationale de santé, c'est pas d'être un comité théodule comme c'est maintenant, ça serait de faire remonter les propos de la base. Voilà. Et donc, elle avait déjà dans l'idée finalement de passer de 3 à 11 vaccins, il fallait une hypocrisie de concertation pour faire comme si tout le monde avait été entendu, et du coup on va passer de 3 à 11. Quoi. D'ailleurs c'est assez marrant quand on lit le rapport de la concertation citoyenne, il est complètement schizophrène, ils disent que oui, il faut lever l'obligation vaccinale, mais en attendant que tout le monde soit convaincu de l'utilité de la vaccination, ils font que tous les vaccins soient obligatoires. Donc on veut que ça soit plus obligatoire, mais en attendant, on va rendre tout obligatoire. C'est l'impression d'avoir assisté à une vraie mascarade. Et je suis pas sûr que la démocratie, de façon générale, et la démocratie en santé en particulier, en sorte particulièrement grandi. Oui, c'était prévu depuis des années. Je pense que Marisol Touraine a simplement pas fait le dossier parce qu'elle était en fin de mandat et elle s'était attirée suffisamment de critiques sur la loi santé, sur d'autres choses. Elle voulait passer la main et c'est le nouveau gouvernement qui a annoncé ça. Moi, je ne suis pas en train de remettre en cause le fait qu'on passe de 4 à 11 vaccins. C'est pas ça la question. Moi, je ne suis même pas compétent. C'est que moi, en tant que fonctionnaire, en tant que secrétaire général de la Conférence nationale de santé, mon rôle était d'organiser un débat public sur cette question-là. Et je n'ai pas pu le faire parce que le ministère m'en a empêché de manière tout à fait illégale. C'est simplement ça mon propos, et je le regrette. Alors nous, on a vu débarquer Édouard Philippe à l'Assemblée nationale pour le discours de politique générale, où il a bien dit, on va passer de 3 à 11 vaccins obligatoires. Moi, je le découvrais à ce moment-là, en toute honnêteté. Peut-être que je ne suis pas particulièrement attentif au dossier de santé, tout ça, mais j'en ai jamais entendu parler avant. Et il nous disait, finalement, il y a déjà eu une concertation, donc on est tous d'accord là-dessus, quoi. Oui, de toute façon, ils ont mis les gens devant le fait accompli. Et ça, moi, je pense que ça pose un autre problème, parce qu'il y a quand même des suspicions. Vous savez qu'il y a eu des ruptures de stock sur les vaccins. Par exemple, on ne trouvait plus les 3 vaccins obligatoires, le diphtérie, polio, tétanos, on ne les trouvait plus seuls. On les trouvait qu'avec d'autres vaccins, notamment le vaccin contre l'hépatite B, que certaines personnes soupçonnent de provoquer des scléroses en plaques. Donc il y a des parents qui ont arrêté de vacciner leurs enfants. Il y a eu le retour de certaines maladies, il y a eu des cas de rougeole, il y a eu des cas de tétanos, il y a eu quand même des choses assez graves qui se sont passées, du fait peut-être d'une politique un peu complice de l'État vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques. Parce que derrière, il y a des affaires de gros sous. Le DPT simple, le diphtérie, polio, tétanos, il se vendait autour de 14 €. Sauf quand on rajoute le package hépatite B, hémophilie, tout ça, HIV, on se retrouve à 84 €, ce qui est quand même bien plus rentable pour les laboratoires GSK et Sanofi. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un problème de santé publique qui s'est posé et que les autorités n'ont pas su gérer. Et on va au-devant de graves problèmes. Ça veut dire qu'il y a des parents qui refuseront de vacciner leurs enfants. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les traîner devant les tribunaux. Ça pose un problème de santé collective parce qu'il y a des maladies qui sont contagieuses. Donc moi, je pense qu'effectivement, on a raté une opportunité en or, c'était de mettre tout le monde autour de la table, même des gens qui, comme le professeur Joyeux, qui portent une parole. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, mais il porte une parole qui doit être écoutée.
Et voilà, on a fait en vase clos, on a fait à la méthode stalinienne, on a fait une vraie mascarade. C'est comme s'il fallait mettre le couvercle sur la cocotte minute plutôt que de laisser. On laisse pourrir, quoi. Oui, maman, quand on met trop de couvercle et qu'il y a trop de pression, ça saute. Ça saute. Et peut-être que ça va sauter. Il suffit de regarder les autres pays. Par exemple, l'obligation vaccinale, elle n'existe pas dans la plupart des pays européens, et pourtant en Suède, on se vaccine très bien. En Italie, il y a eu il y a quelques mois une annonce à peu près similaire à celle de la France. On va étendre le nombre de vaccins obligatoires. Il y a une curée pas possible qui se passe en Italie. Il y a même des parlementaires qui se sont opposés à ça. On n'est plus sûr de mettre en place la réforme, alors que peut-être qu'un vrai débat public aurait abouti à une construction, une sorte de consensus, si c'est pas facile à trouver, mais on aurait pu construire quelque chose de, je pense, de plus accepté par tous. Alors, moi aujourd'hui, je sais pas. J'ai des gamins, je sais pas si je suis d'accord ou pas avec le fait de passer de 3 à 11. Parce que finalement, j'ai pas d'informations. Et je sais pas quels sont les gains quand j'entends la ministre qui dit que ça aurait permis d'éviter 10 morts depuis 2009 ou un truc comme ça. Je trouve que c'est insuffisant comme justification. De l'autre côté, j'ai pas assez d'informations. Et toi, tu sais, face à ces vaccins-là, toi, ton choix? Moi, je suis pas scientifique, je suis pas professionnel de santé. J'étais fonctionnaire, j'étais chargé d'organiser un débat. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des doutes qui se posent sur un certain nombre de vaccins. Avérés ou non, voilà, c'est à la communauté scientifique de trancher. Et il faut espérer que cette communauté scientifique soit indépendante de tous les lobbies pharmaceutiques qu'on sait quand même particulièrement puissants. On sait qu'on a des doutes sur le vaccin contre l'hépatite B, sur le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, le papillomavirus, des doutes sur les adjuvants qui sont utilisés, qui sont faits à partir de sels d'aluminium, qui sont suspects de provoquer des myofascites à macrophages. Donc voilà, il y a un certain nombre de doutes qui se posent, avérés ou non. Ça, c'est, voilà, quand on dit, moi je ne suis pas en mesure et en légitimité pour le trancher. Mais je pense que, voilà, effectivement, il y aurait eu toute la place pour qu'il y ait des comités scientifiques qui s'y réunissent et qui disent, ben voilà, là on a la balance bénéfice-risque est trop élevée en faveur du risque pour qu'on accepte cette version-là du vaccin, peut-être faudrait-il en faire un autre. Et voilà, et derrière ça pose effectivement le problème d'indépendance vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques. Et toi, alors tu as démissionné. Ça a été accueilli comment? Alors, moi, j'ai pas voulu rendre public ce rapport. C'était une contribution à l'Inspection générale des affaires sociales, qui est quand même autorité compétente en la matière et qui à l'époque faisait une mission sur la démocratie. Le rapport que tu n'as pas voulu rendre public, c'est celui qui expliquait pourquoi tu partais. C'est ça, qui expliquait l'absence de démocratie. Qui a fuité. Moi, je l'ai fait à l'IGAS parce que, en plus, je pensais que ça intéressait, un peu naïvement, je pensais que la conférence nationale de santé, ça intéressait pas grand monde, mais effectivement, pas beaucoup de gens connaissent cette conférence parce que justement, c'est un peu un comité théodule, elle sert pas à grand chose dans sa forme actuelle et c'est bien regrettable. Moi, j'avais envoyé ce rapport-là à l'IGAS. Et il y a des personnes, et j'avais mis en copie les membres de la Conférence nationale de santé, dont certains ont jugé bon d'adresser ce rapport à la presse. Et effectivement, moi je pense qu'au-delà des questions d'indépendance de telle ou telle instance, qui ne sont pas finalement si importantes que ça, il y avait, je pense que ça crée quelque chose chez les gens qui se sentent dépossédés de leurs paroles sur des sujets aussi importants que la santé, finalement la vie. Et il y a la même chose sur les questions de handicap, sur les questions écologiques. Et ces gens-là qui ont des choses à dire, ils sont complètement dépossédés, on leur enlève, on leur dit mais vous savez pas, taisez-vous, on va vous imposer, on va vous dire que voilà, il faut se vacciner avec 3, 11, 14, j'en sais rien, le vaccin, mais il faut fonctionner de cette manière. Et je pense que si ça a rencontré un aussi grand écho, cet écho-là, c'est que ça touchait au problème de respect de la parole des gens qui ont quelque chose à dire. Et toi, on t'a proposé quoi? Un nouveau poste prestigieux Non, on m'a rien proposé du tout, on m'a pas fait de procès. On m'a fait le procès. On m'a menacé d'un procès, et puis j'ai dit, si ça doit être un procès, en tant qu'agent public de l'État, on doit dénoncer quand il y a un manquement grave à l'intérêt général. Donc c'est ce que j'estime avoir fait. Moi j'ai vu des choses qui étaient absolument pas normales. Moi ce que je trouve dommage, c'est que, et là j'ai un peu d'amertume là-dedans, c'est que la Conférence nationale de santé n'ait pas eu les prérogatives qu'elle méritait, ou en tout cas qui sont inscrites dans ces textes, on n'est pas respecté ces prérogatives, c'est-à-dire qu'on ne lui ait pas donné ce véritable rôle-là de Parlement de la santé par la suite. Du coup, ce Parlement, il aurait du poids. Il aurait du poids et il faut que ça soit, tu vois, il faut que les avis soient suivis des faits. Parce que par exemple, normalement, la ministre est censée venir une fois par an devant la CNS expliquer quelles recommandations de la Conférence nationale de santé on a suivies ou pas, ou pourquoi on ne les a pas suivies. Et elle, en fait, elle l'avait jamais fait Marisol Touraine ne l'a jamais fait en 5 ans.
Il l'a jamais fait en 5 ans. Et tu vois, il faut qu'il y ait vraiment, que ça soit un comité consultatif, mais que derrière, on explique pourquoi on suit ou on ne suit pas. Tu vois, pas que ça soit des avis rendus et que l'argent soit jeté par la fenêtre, parce que sinon ça sert à rien. Même chose pour les débats publics. Il faut qu'on explique, voilà, il y a de l'argent, il y a un avis qui a été rendu par un jury citoyen, par un jury de professionnels de santé. Pourquoi on a suivi telle mesure, pourquoi on n'a pas suivi telle mesure. Tu as eu ça sur la fin de vie. À un moment, le Comité consultatif national d'éthique, qui est un autre comité consultatif, a formé un jury citoyen qui a rendu un avis assez fort sur la fin de vie, puisqu'il préconisait le recours au suicide assisté et à l'euthanasie. Ce qui n'a pas été suivi dans la loi Leonetti-Claes qui a été sur la fin de vie, qui a été mise en place l'année dernière. Mais on n'a pas du tout expliqué pourquoi on est passé outre ce jury citoyen. Parce que sinon, les gens, ils se sentent complètement lésés. Ils disent, mais attendez, nous, on s'est réunis, on a monté un site internet, on a recueilli plein de contributions, on a fait venir des citoyens pendant 3 semaines chaque week-end qui ont laissé leurs femmes, leurs gosses, leurs loisirs, leur tournoi de pétanque et qui sont venus se réunir pour rendre un avis. Pourquoi on l'a pas suivi? Tu vois, c'est le problème, c'est-à-dire qu'on monte des comités pour faire semblant qu'on écoute des gens, alors qu'en fait, on n'écoute absolument personne. On n'écoute personne. Et on a, comme tu disais avant, on a notre idée fixe, on veut passer de 3 à 11 vaccins, c'est bon, c'est pas bon, mais on va le faire, et puis on va faire au mieux une petite concertation pour faire croire qu'on écoute, qu'on écoute le bas peuple, alors qu'en réalité, tout est construit dans la stratosphère. Merci beaucoup. Merci, voilà. Merci à toi. Ouais, je suis vraiment très heureux de t'avoir vu ici. Moi aussi. Et on se retrouve ultérieurement sur les questions de France-Afrique. On traversera la Méditerranée une autre fois. Voilà. Merci beaucoup. Lundi soir, donc, j'ai fait une réunion de quartier à Amiens Sud-Est parce que les habitants, ils n'étaient pas contents. L'office HLM leur a fermé tous les garages d'un seul coup pour des raisons de sécurité. C'est un quartier où ça craint un peu. Bon, mais non seulement ils ont fermé, mais en plus le directeur ou son office, il n'est même pas venu s'expliquer devant les habitants. Ça datait du mois de juin. Donc on l'a poussé. Et il est venu s'expliquer, il y a eu une réunion un petit peu chaude, mais je dois dire la joie que j'ai d'être parfois, de me faire le porte-voix des gens et face à des institutions et de pouvoir parler. Et ça, c'est la légitimité de député qui aujourd'hui me le permet, non pas d'être marginalisé comme le journaliste gauchiste de service, mais de pouvoir parler d'égal à égal avec, là en l'occurrence, un directeur d'office HLM. Pour en sortir avec une solution concrète, même si elle peut paraître insatisfaisante ou pas complètement satisfaisante, mais des avancées pour les habitants. Là, en l'occurrence, la réouverture de 40 garages, alors que les gens se sont fait... ils n'avaient plus nulle part où mettre leur scooter, où mettre leur petit matériel et tout ça. Et une baisse des loyers en attendant que ces garages rouvrent. Donc, ce sont des petites avancées, mais surtout, ça introduit du respect. Les habitants ont le sentiment d'être respectés parce qu'on est venu les voir, parce que le directeur leur a présenté des excuses et parce qu'on avance avec un calendrier, tout ça. Bon, donc c'est une vraie joie. Et par ailleurs, moi, c'est pas comme si je considérais le directeur de cet office HLM comme un ennemi irrémédiable. Ça n'aurait pas de sens. Et il a attiré mon attention à la sortie de la réunion sur le plan logement. J'ai pas encore étudié, mais je vous glisse un mot comme ça. C'est l'idée de faire baisser de 50 à 60 euros les APL pour les gens, pour les locataires du social, et avec l'obligation pour le bailleur de lui aussi baisser de 50 à 60 euros. Donc ça veut dire que pour les offices HLM, ce sont des millions d'euros en moins. Et là où c'est particulièrement injuste, c'est que il y a des offices HLM comme Paris, où il y a finalement très peu de personnes qui touchent les APL, qui sont dans le social, on va dire aux alentours de 10-15%. Tout ça, il faudra le vérifier, mais en gros, quoi. Et il y a des offices HLM comme Amiens, où on est à 60% de gens qui touchent l'APL. Donc ça veut dire que cette mesure, pour faire des économies, elle va venir impacter bien plus les offices HLM des communes où il y a des gens modestes, qui n'auront plus les moyens de construire, ou de rénover leur habitat et tout ça. Donc c'est vraiment ce genre de truc un peu technique, mais infect, quoi. Donc il va falloir veiller à ça. Et là, en l'occurrence, autant dans cette salle, la salle Daniel Leroy, il me semble, à la Salamandre, j'étais en opposition au directeur de l'OPAC pour le bien des habitants, autant là, potentiellement, avec les habitants et avec le directeur de l'OPAC, il nous faudra faire cause commune face à ce plan logement de Macron. Voilà un petit mot.
Je termine sur un petit truc. J'ai eu une remarque, je regarde ce que vous m'écrivez sur Facebook. D'ailleurs, pendant la campagne, on faisait envoyer des questions. Vous pouvez aussi avoir des questions. Hein. C'est Liliane Marchand qui écrit oui, parce que j'invite à aller dans la rue, dans les manifs, toujours, là, samedi, à la manif de la France Insoumise. Il y en aura d'autres derrière. Bon, mais elle me dit oui, mais la rue, est-ce bien suffisant? Il faut dire que la rue, c'est important. Peut-être que ça ne suffit pas en soi. Moi, je pense qu'il faut la rue et les urnes. Il faut la rencontre des deux, hein, comme le Front Populaire. Il y a d'abord eu les urnes et boum, derrière la rue. Je dis, le problème de mai 68, c'est qu'on a eu la rue, on n'a pas eu les urnes. Le problème de mai 81, c'est qu'on a eu les urnes, on n'a pas eu la rue. Mais enfin, chaque fois quand même qu'il y a beaucoup de monde dans la rue, ça change la donne dans le pays. Et je veux dire, si on a échoué sur la loi El Khomri l'année dernière, c'est pas parce que la rue n'a pas d'importance, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans la rue. C'est-à-dire, il y a la plus grosse manif, il y a eu 600 000 personnes, bon c'est déjà pas mal, mais évidemment derrière il faut des grèves, il faut peut-être des occupations et ainsi de suite. Mais de toute façon ça passe par là, notre changement il passera toujours par là. Et quand on regarde quand même, quand il y a eu des mobilisations de masse, ça a toujours porté. Maintenant la question est celle qu'on a posée pendant toute la campagne. Mon adversaire c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence. Comment sortir les gens de la résignation? C'est l'éternelle et même question. On sait qu'aujourd'hui, les gens ils ne sont pas contents de cette politique, mais comment on les fait surgir sur la scène publique, sur la scène de l'histoire, quoi. Et donc là, je citais à la fête de l'UMA dimanche dernier, je citais Kropotkin, que je vais résumer comme ça. Il dit en gros, la colère, ça fait des émeutes, mais les révolutions, elles naissent toujours de l'espoir. Et voilà ce qu'il faut retrouver, ce sont les chemins de l'espérance. Bon, voilà, et la messe est dite.